Leur slogan « Revenez ou démissionnez, président Buhari ». Des manifestants se sont réunis lundi dans la capitale nigériane d'Abuja pour demander le retour ou la démission du président Muhammadu Buhari, toujours à Londres depuis 3 mois pour des raisons médicales. Ça fait 30 jours et personne ne dit rien, personne ne sait rien, personne ne sait quel est le problème. Et pendant ce temps-là, c'est la pauvreté, l'immobilité, le désespoir qui s'installent dans le pays. Et nous vivons tous comme si tout allait bien. Mais non, ce n'est pas le cas. Cette année seulement, Muhammadu Buhari a été absent du pays pendant 144 jours. En effet, le président nigérian s'était absenté une première fois en janvier avant de rentrer début mars. Il avait alors avoué n'avoir jamais été aussi malade et n'avait pas assisté à de nombreux conseils des ministres avant de repartir sans préalable début mai. Seule une photo a été publiée fin juillet où le chef de l'État apparaît souriant au milieu d'une délégation de gouverneurs et dirigeants de son parti, le All Progressive Congress, venus lui rendre visite. Selon un membre de l'association Campagne pour la démocratie, une poignée de personnes profitent de l'absence prolongée de Buhari pour diriger eux-mêmes le pays en sous-main. Where are the people that we call fathers? Où sont ceux que l'on appelle nos pères? Pourquoi regardez-vous cette nation tomber en ruine? Pourquoi laissez-vous le Nigeria se faire ridiculiser mondialement? Si vous n'êtes pas fatigué, nos enfants le sont. Si vous n'êtes pas fatigué, il y a des millions de personnes qui souffrent de la mauvaise gouvernance de All Progressive Congress, APC, et qui sont fatigués. Le silence autour de la santé de Buhari suscite de nombreuses spéculations sur l'aptitude du président à gouverner et sur son éventuel successeur. Son entourage y répond par des avertissements cryptiques. Les hyènes et les chacals seront bientôt boutés hors du royaume, a écrit la première dame du Nigeria, Aisha Buhari, rentrée récemment de Londres où elle était au chevet de son mari. Une fois de plus, c'est la présidentielle entre Uhuru Kenyatta et Raila Odinga, réédition de l'affiche de 2013, qui concentre le plus de passion. Quelques 19,6 millions de Kenyans se rendent déjà aux urnes ce mardi pour des élections générales sous tension. Les sondages, quelque peu discordants, augurent d'un duel serré pour ce nouvel épisode de la lutte dynastique entre les deux familles. Ce sera utile de voter. Si le vote se passe bien, sans accroche, ce sera très important. Je n'ai jamais dormi dehors et aujourd'hui je l'ai fait. En tant que personne âgée, ça doit être important. On a besoin de changement. Le vote au Kenya se joue plus sur des sentiments d'appartenance ethnique que sur des programmes et Kenyatta et Odinga ont mis sur pied de puissantes alliances électorales. La capacité de chaque camp à mobiliser ses supporters sera l'une des clés du scrutin. Lundi, le président a demandé à ses concitoyens de voter en nombre et en paix, tandis que son rival, Odinga, l'a félicité pour sa campagne et a appelé à ce que le candidat le plus fort l'emporte. Certaines choses doivent être faites dans notre pays et on doit choisir des dirigeants avisés et des personnes avisées pour peut-être changer les choses. Le scrutin a donné lieu au déploiement sans précédent de plus de 150 000 membres des forces de sécurité, censés veiller au bon déroulement du scrutin qui se tiendra entre 6h et 17h dans quelques 41 000 bureaux de vote. Comme à chaque élection dans ce pays de 48 millions d'habitants, de nombreux Kenyans travaillant dans les grandes villes sont rentrés dans leur village pour voter, mais aussi par mesure de précaution. Certains ont également fait des provisions. Un deuxième tour entre les deux hommes est techniquement possible, mais jugé peu probable par les instituts de sondage qui créditent les 6 autres petits candidats d'à peine 1% des voix au total. Nous nous sommes rendus compte que nos élèves ne travaillent plus. Ce qu'ils font maintenant, c'est quoi? Vous voyez, ils se promènent avec des tablettes. Ils sont sur les Facebook, ils sont devant les vidéos, ils n'étudient plus. Alors, face à cette situation, nous sommes dit qu'il faut prendre des mesures, mais des mesures sérieuses.
5,114% des candidats admis en Centrafrique au premier tour avant les épreuves de rattrapage, 14,81% au Gabon, 27,66% au Congo-Brazzaville, 46% au Cameroun. De Bangui à Brazzaville, les mauvais résultats du baccalauréat cette année hypothèquent l'avenir des jeunes générations, victimes des maux de l'Afrique centrale, de la guerre larvée en Centrafrique, aux crises politiques et économiques ailleurs. En 2017, conséquence de sa crise profonde, la Centrafrique pointait à la 188e et dernière place à l'indice du développement humain. Les gens voient peut-être en ce que nous avons fait une certaine méchanceté. Or, pratiquement, ce n'est pas ça. Mais nous, c'est la recherche du meilleur, de ceux qui ont le mérite pour permettre aux nouvelles centrafricains, le jeune centrafricain, de pouvoir émerger. Car maintenant, nous vivons la compétitivité. Tout est test. Si tu n'as pas de niveau, mais tu ne feras rien avec ton diplôme. L'état de la Centrafrique, qui peine à sortir d'un cycle de violence commencé en 2013, n'est sans doute pas étranger à ces mauvais résultats. Les épreuves ont été reportées dans plusieurs régions victimes de violences, avaient indiqué en juin les autorités. Dans les pays pétroliers de la région tels que le Gabon, le Tchad et le Congo, la crise sociale liée à la chute des prix du baril a longtemps fait planer le risque d'une année blanche.